Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Je suis Laurent Hannet et je suis heureux de vous accueillir. Alors, je propose de faire les petites vérifications techniques le temps que les derniers participants et que tous les participants nous rejoignent. Donc, est-ce que je peux vous demander de taper dans la boîte de dialogue qui s'appelle Q&R dans votre interface Zoom, me confirmer que le son est OK et que la vidéo est OK. Pour ça, je vous invite à taper son OK, vidéo OK dans la boîte de dialogue. Voilà, donc les premiers participants me confirment que c'est bon. Est-ce que vous pouvez tous donc taper son OK, vidéo OK, et puis ça me permet aussi de m'assurer que vous êtes à l'aise avec l'interface Zoom et que vous avez identifié où se trouve la boîte de questions, puisque c'est via cette boîte-là également que je vous inviterai à poser vos questions au fur et à mesure que l'on progressera dans la masterclass et au fur et à mesure qu'elles vous viendront à l'esprit. Voilà, pendant que vous me confirmez tout ça et puis que tous les participants continuent à nous rejoindre, je vais en profiter juste pour rappeler certaines règles de participation, voilà, pour assurer la qualité en fait de votre participation et retirer le maximum de cette masterclass. Je vous invite vraiment à couper toutes les distractions, que ce soit votre téléphone, vos fenêtres web, vos réseaux sociaux, etc. Le but est d'une part d'optimiser la bande passante et puis aussi s'assurer d'être concentré, d'être focus sur toutes les informations, les conseils, les trucs et les astuces que Andy va nous partager. Si vous avez un casque audio, je vous invite vraiment à l'utiliser. Ça augmentera la qualité et le confort d'écoute. Si vous souhaitez prendre des notes, prenez de quoi prendre note, prenez un bloc-notes, un stylo, de quoi écrire, etc. Parce que, pour rappel, il n'y a pas de replay qui est envoyé au terme de la masterclass, donc il faut vraiment essayer de retirer le maximum de plus-value en cours de vol au moment de la masterclass. Je vous invite également à vous servir à boire et à vous mettre à l'aise. Le but est de ne pas avoir à vous relever ou à vous déplacer en cours de masterclass. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions. Elle est là pour ça. J'y répondrai. Donc, je reprendrai systématiquement toutes les questions à la fin de la présentation d'Andy. Peut-être que si je l'estime pertinent, j'interviendrai, Andy, si tu es d'accord, en cours de présentation pour poser l'une ou l'autre question ou relayer l'une ou l'autre question qui serait posée par l'un des participants. Et puis, sinon, on les passera en revue systématiquement toutes à la fin de ta présentation. La masterclass devrait durer une soixantaine de minutes et devrait se terminer à quelques minutes près, je dirais, aux alentours de 18 heures. Voilà pour les informations pratiques. Alors, avant de vous présenter Andy et de donner la parole et de céder la parole à Andy, je vais simplement rappeler très brièvement Croissance pour tous. Donc, quel est le contexte finalement dans lequel est donnée cette masterclass? Eh bien, ça se donne dans le cadre d'un programme qui s'appelle Croissance pour tous, qui est un programme de formation et de coaching pour les entrepreneurs dans lesquels je les accompagne, je les aide et je les accompagne à mettre en place leur stratégie de croissance pour développer leur activité, leur business de façon simple, rapide, efficace et dans un délai le plus court possible. Alors, le programme est un programme hybride qui comprend à la fois de la formation en ligne, à la fois des masterclass live, à la fois des ateliers pratiques en live en petits groupes, et puis également du coaching one-to-one avec moi pour s'assurer que finalement, ils puissent personnaliser le plus possible le modèle d'activation de croissance que je présente dans la formation, qu'ils puissent le personnaliser et l'appliquer à leur cas d'entreprise de façon très spécifique. En plus de tout ça, je partage une boîte à outils, je partage toute une série de documents, de templates, de checklists, etc. Et puis, il y a également un club Croissance pour tous. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Il y a aussi un webinaire qui sera organisé dans le courant du mois de février pour faire la promotion en fait du programme Croissance pour tous. Je vous en reparlerai. Le but aujourd'hui est de pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet avec Andy, puisque la masterclass d'aujourd'hui, elle est consacrée
Alors, je vais me mettre sur la bonne slide. Voilà, elle est consacrée en fait à la motivation et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Andy Chauveau, qui est ingénieur conseil, qui est professeur de judo et qui est préparateur mental. Et Andy, en fait, il accompagne depuis de nombreuses années les équipes pour les aider à être plus performantes. Et Andy va nous parler aujourd'hui des secrets de la motivation pour réussir en tant qu'entrepreneur. Bonjour Andy. Salut Laurent, bonjour à toi, bonjour à tous. Voilà. Eh bien, Andy, je vais te céder la parole. Je te propose peut-être de prendre la main sur le partage d'écran. Je vais arrêter le mien et puis ben, moi, je reste évidemment présent et je vais surveiller la boîte à questions et je te les relayerai en cours de route ou plus tard à la fin de ta présentation. Ok, bah avec plaisir, n'hésite pas à m'interrompre, hein, surtout s'il y a des questions en lien avec le déroulé. Je n'hésiterai pas, Tac, donc je partage mon écran. si tu veux bien. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Bon, alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler à la demande de Laurent, que je vais vous partager les réflexions que j'ai, les sujets, les connaissances que j'ai pu acquérir aussi sur le thème de la motivation. Donc comprendre ce qui nous motive pour booster, nourrir, agir sur notre motivation. En préambule, il y a un principe simple que j'aimerais rappeler, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on a des projets à faire avancer. On a un projet principal qui est composé de plein de petits projets. Et que, aussi évident que ça puisse paraître, on oublie parfois que ce qui fait avancer le projet, ce n'est pas le temps. Ce qui fait avancer le projet, c'est le travail. Et que le travail, elle est dépendante de notre envie de travailler et que on en est souvent victime. On a envie ou on n'a pas envie, on n'a pas forcément une prise là-dessus. Et le problème, c'est que quand on est entrepreneur, on peut avoir le sentiment d'être épuisé de temps en temps ou plus ou moins souvent à cause de ce que j'appelle le manque de motivation. En fait, voilà, quand on est motivé, on a de l'énergie. Quand on est en baisse d'énergie, alors il peut y avoir une vraie fatigue, mais globalement, c'est qu'on a une baisse de motivation. Parce que la motivation, tout simplement, c'est le carburant de l'action. Pas de motivation, pas d'action. Pas d'action, pas de travail, pas de projet. Donc, sans motivation, on ne peut rien faire. C'est évidemment pas un ingrédient nécessaire et suffisant, mais c'est un ingrédient indispensable et on n'en parle pas souvent. Le truc, c'est que quand on est fatigué ou quand on n'est pas motivé, on n'est pas bien, en gros, dans ces baskets. Et quand on n'est pas bien, eh bien, on ne peut pas être bon parce qu'on n'est pas bon quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas bien quand on n'est pas bon. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais plus c'est simple, plus c'est universel et plus c'est fiable. Mon objectif, là, pendant cette masterclass, c'est de vous partager, de vous aider à gagner en performance et en plaisir. C'est-à-dire, on est bon et on est bien, en fait, grâce à une meilleure compréhension de ce qui fait votre motivation, de manière à ce que vous puissiez éventuellement agir dessus. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais pour vous aider à gagner, on va dire, en performance et en plaisir dans vos projets, je n'ai pas inventé des techniques, donc je me suis appuyé sur différentes lectures, et particulièrement sur l'excellent livre de Daniel Pink, qui est un travail de vulgarisation scientifique, dont les premières expériences ou conclusions datent des années 70. Donc, ce n'est pas nouveau. Et je m'appuie aussi, je me présenterai juste après, sur une qualification de préparateur mental. Et donc, les objectifs que j'ai pour cet atelier, c'est d'abord vous faire prendre conscience du fait que la motivation, c'est un sujet qui est important et que c'est un sujet sur lequel vous pouvez agir. Ensuite, vous permettre de vous donner les moyens de vous auto-évaluer sur ce sujet-là de manière très simple. Vous allez voir, ce sera la fin de l'intervention. Et puis, de vous donner des clés concrètes pour booster votre propre motivation et celle des autres. Mais il y a aussi des limites. On a 1 heure ensemble. Donc, en 1 heure, je vais essayer de vous partager un maximum de choses. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire que vous ne serez pas meilleur dans 1 heure. Vous allez progresser si vous mettez en œuvre ce que nous allons aborder aujourd'hui dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ce n'est pas instantané. Mais si vous restez passif derrière votre écran, ça ne va pas suffire en fait. Alors bon, il est 17 h, on est fatigué, on a fin de journée, mais le but, et c'est ce que disait Laurent, c'est d'être dynamique, d'être actif et de faire en sorte que vous puissiez marquer, noter tout ce qui peut vous intéresser, ce qui vous parle, vous, dans votre situation actuelle. Parce que la capacité à travailler avec les autres ou à se motiver, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, ça demande de la méthode, ça demande du travail. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, au risque de vous décevoir, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais vous partager. Toutes les connaissances que je vais
mettre sur la table, elles sont déjà connues, elles sont déjà validées, expérimentées, éprouvées depuis longtemps. Il n'y a rien de neuf. Mais elles ne sont pas connues par la majorité du grand public et encore moins par les entrepreneurs. C'est des sujets qui sont connus dans le milieu sportif pour les sportifs de haut niveau, pour les artistes de haut niveau, pour les politiciens qui sont accompagnés, on va dire à haut niveau du coup. Mais le fait que ça devienne accessible, que ces connaissances-là deviennent accessibles au grand public, ça, c'est nouveau. Et ça a l'air de rien, mais je trouve que ça change beaucoup de choses. C'est des clés simples qui devraient vous suivre tout au long de votre parcours et que vous allez pouvoir choisir d'actionner ou non le moment venu, en fait. Donc, rien de neuf, mais des choses qui fonctionnent et qui sont éprouvées. Je me présente. Je m'appelle Andy Chauveau. Ça change tous les ans, mais j'ai maintenant 41 ans. Je suis ingénieur conseil, ce qui veut dire que mon travail, c'est d'accompagner, d'assister, de seconder les dirigeants essentiellement de TPE, PME dans leur prise de décision stratégique et opérationnelle quotidienne en utilisant des connaissances que d'autres ont produites, comme je vais le faire aujourd'hui, et en les exploitant de manière à résoudre les problèmes spécifiques de mes clients. Ingénieur conseil. Mais je suis aussi, et c'est notamment pour ça que je vais vous parler du sujet de la motivation, professeur 5e dan de judo et puis préparateur mental certifié. 5e dan de judo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cran au-dessus, c'est que je peux vous maîtriser par l'esprit. Voilà, j'en suis pas loin, mais j'en suis pas encore là. Donc 5e dan, voilà, on commence à être un peu avancé dans la vision, la pratique, la compréhension de cette discipline. Et dans ce cadre-là, je me suis formé à la préparation mentale, puisque un bon sportif, il est performant quand le physique, la technique, la tactique et le mental sont au top. Et il ne faut pas oublier le mental parce que c'est ce qui fait le ciment avec le reste. Et si c'est vrai pour le sportif, c'est vrai pour l'entrepreneur. Si l'entrepreneur ne maîtrise pas sa technique, sa gestion du temps, ses projets, etc., ça ne marche pas. Mais s'il maîtrise tout ça et qu'il n'arrive pas à être bien mentalement, ça ne marche pas non plus. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas a priori, à contrôler, à comprendre, à maîtriser. Ma mission, c'est de permettre, ce que je disais tout à l'heure, de permettre aux dirigeants d'obtenir les résultats qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'il y a parfois un petit grain de sable qu'il faut réussir à lever, qu'on ne voit pas quand on est dans le système. Mais ça, c'est le travail de celui qui vient à l'extérieur, qui va vous amener de la méthode, qui va vous amener de la technique, qui va vous amener un regard différent, qui va vous amener un filtre de lecture différent. Et moi, j'ai une conviction, c'est que la capacité à travailler ensemble, c'est le moyen le plus simple pour optimiser le quotidien. En gros, pour gagner en productivité. C'est-à-dire gagner plus avec le même niveau de charge. Si on améliore un tout petit peu le fonctionnement du système, on a un impact important sur la performance du système. Encore une fois, c'est vrai dans le sportif et c'est encore plus vrai pour l'entrepreneur. Donc, ça, je l'ai déjà évoqué, mais l'objectif, c'est toujours d'amener et de la performance et du bien-être, mais surtout de faire en sorte que ça puisse durer. Et pour que ça puisse durer, l'entrepreneur doit avoir des clés qui lui permettent d'intervenir, d'interagir sur son environnement. Une des caractéristiques, en tout cas selon moi, de l'entrepreneur, c'est qu'il subit un petit peu moins que les autres les changements de son contexte. Il est capable d'interagir sur son environnement, d'interagir pour créer des conditions qui lui sont favorables, techniquement, financièrement, économiquement, mais aussi psychologiquement, mentalement. Et c'est l'objet de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour ça. Donc, le programme que je vous ai concocté, vous allez voir, ça va dérouler assez vite, mais première question, est-ce que la motivation est quelque chose qui me concerne ou qui m'intéresse maintenant? A priori, si vous avez choisi de suivre cette masterclass maintenant, c'est que le sujet vous parle. Bon, mais ça peut venir plus tard. Donc, c'est intéressant aussi de garder ça de côté. Deuxième question, pourquoi on s'intéresserait à ça? Donc, j'ai fait une introduction, mais on va aller un tout petit peu plus loin. Ensuite, je vais vous parler des 3 grands types de motivation pour que vous soyez capable de cibler, de comprendre et d'orienter. Ensuite, je rentrerai dans un de ces types de motivation et je vous donnerai les 6 ingrédients, plus 1, de ce type de motivation, qui est la motivation intrinsèque. Et puis, vous comprendrez par vous-même pourquoi le salaire, contrairement à l'idée reçue, n'est pas un synonyme de motivation. Et puis, je vous donnerai un moyen simple de mesurer la motivation, la vôtre et celle des autres, pour enfin pouvoir agir et booster cette motivation-là. Parce que quand on est entrepreneur, on a 2 bonnes raisons d'agir sur sa motivation. Il y a soi et il y a les autres. Alors, attendez, hop, que j'arrive à cliquer au bon endroit. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des clés, des repères qui vont vous permettre de travailler, de réfléchir à votre motivation. Ça fera un point de départ. Ça ne servira à rien du tout si vous n'êtes pas capable de construire ça dans le temps, de garder ces repères-là et de transformer
on va dire des bonnes pratiques en habitude. Mais ça, c'est normalement la force de l'entrepreneur. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes sensible à ce sujet-là. Ok, première question. La motivation est-elle le premier, on va dire, levier à actionner dans ma situation? Je vais faire un pas de côté. Là, je ne m'adresse pas aux sportifs, je m'adresse vraiment à l'entrepreneur. On m'a dit ça un jour, j'ai beaucoup aimé cette approche, je la trouve très simple, et en général, je trouve que plus c'est simple, et mieux ça marche, plus c'est fiable. Il y a 3 pièges mortels pour n'importe quelle activité entrepreneuriale. 3 raisons pour lesquelles, pas plus, pas moins, 3 raisons pour lesquelles une entreprise peut mourir. Premièrement, tout simplement, il n'y a plus de clients. Alors, vous manquez de clients, allez voir Laurent, Croissance pour tous, il sait faire. J'ai plus de clients, mon entreprise est morte. Très clairement, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Deuxième raison, il n'y a plus d'argent. J'ai des clients, je suis en phase de développement, mais j'ai plus de trésorerie. Je suis en état de cessation de paiement, je ne peux pas honorer mes dettes, c'est terminé, c'est plié. Et pourtant, mon carnet de commandes est plein. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Donc, attentif à la trésorerie. Et le troisième, évidemment, il est lié à notre thème, c'est il n'y a plus personne pour faire le travail. On va diviser ça en 2 catégories. Premièrement, il n'y a plus les travailleurs. On entend un petit peu parler de la grande démission, des départs qui se font comme ça, sans prévenir, etc., au sein de toutes les équipes. Donc là, on vit en ce moment une période qui est très intense sur la partie manque de travailleurs, au risque de perdre ses équipes. Deuxième possibilité de plus de travailleurs, c'est qu'il n'y a plus de patron. Et ça s'appelle le burn-out du dirigeant. Et c'est aussi un sujet d'actualité. Donc là, j'ai fait clignoter le manque d'argent parce qu'on est vraiment dans un contexte où il faut être très, très vigilant à ça en ce moment. Comme nos clients peuvent manquer d'argent, ils peuvent faire un peu moins appel à nous et donc on peut se retrouver avec plus de clients. Bref, on rentre dans une situation délicate, d'incertitude et pas facile à maîtriser. Mais si je suis dirigeant, je dois être hyper attentif au fait de ne pas péter les plombs tout de suite parce que c'est fréquent et que ça accélère et que ce n'est pas un risque anodin. C'est vrai pour moi et donc ce que je vais vous dire aujourd'hui vous concerne si vous avez cette attente-là, mais ça concerne aussi vos équipes parce qu'ils sont dans la même situation que vous. Si vous leur donnez un environnement qui est motivant, stimulant pour eux, et qu'ils ont le choix entre cet environnement-là et un autre environnement qui, lui, n'est pas motivant, stimulant, le choix il va être assez vite fait, en fait, et c'est naturel. Donc, c'est important de comprendre cette logique-là parce que ça vous servira pour vous, mais aussi pour vos équipes si vous en avez. Et en fait, il ne faut pas se limiter aux équipes. C'est-à-dire que si vous avez un associé, comprendre la motivation de votre associé, c'est fondamental. Si vous avez des clients, et je vous le souhaite, comprendre ce qui motive vos clients, au-delà même du processus commercial, c'est fondamental. C'est ça qui fait que vous allez réussir à créer une relation qui lui donne un goût sucré dans la bouche, qui laisse un goût sucré, non pas un goût amer, qui fait qu'en plus de votre compétence, il a envie de travailler avec vous parce que c'est vous, en fait, et que vous vous intéressez à lui, que quand vous échangez avec lui, lui va mieux. Donc, si vous comprenez quels sont les leviers, les vôtres, mais ceux des autres, auxquels il faut être vigilant, il y a des chances pour que ça se passe mieux. Donc, je passe là-dessus, mais on est dans un contexte difficile. Les dirigeants et leurs entreprises doivent se renforcer, s'adapter et prendre en compte la vie du dirigeant. Ce n'est pas du tout un détail. Ça ne l'est plus. Nos parents ont fait cette erreur-là. Nous, on ne la fait plus, ou on ne doit plus la faire en tout cas. Et donc, on doit s'adapter. Mais sans stimulation, aucun système n'évolue. Et c'est l'objet de Croissance pour tous, notamment, et des masterclass, de vous amener des regards différents et des moyens de vous stimuler. Bon, 4 bonnes raisons de s'intéresser à la motivation. On pourrait en citer d'autres, mais j'ai essayé de les résumer pour que vous ayez ça sous les yeux. Premièrement, on l'a évoqué quand je disais que le projet dépend du travail et non pas du temps. C'est comment j'intègre le travail dans le temps, et c'est le travail qui fait avancer. Eh bien, mes résultats dépendent directement de ma motivation, puisque mon niveau de productivité perso va dépendre de ma motivation, de mon engagement, de mon niveau de forme, etc. C'est hyper important. Deuxièmement, travailler sur la motivation, ça permet de créer un lien interpersonnel avec l'autre qui est puissant, qui est rapide, qui est simple. Que ce soit avec un membre de votre équipe, si vous avez une équipe, que ce soit avec votre banquier, que ce soit avec vos clients, vous ne pouvez pas réussir seul. Et ça, c'est un outil parmi d'autres pour faire attention à la relation, pour la soigner. Troisièmement, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce que vous croyez que d'agir sur la motivation. Je dis, c'est des travaux qui datent des années 70. Ça a été travaillé, retravaillé, simplifié, etc., éprouvé. Ça déboule chez nous récemment, mais c'est quelque chose qui est maîtrisé, en fait. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Et quatrièmement, ça permet d'être bien dans ses baskets et d'être performant. J'ai déjà évoqué. Bon,
J'avance. Je vais vous parler des 3 grands types de motivation. Donc là, encore une fois, je n'invente rien, je n'ai pas besoin d'inventer, je suis ingénieur conseil, je ne suis pas chercheur. Je vais chercher des connaissances qui peuvent m'être utiles pour les utiliser au cas par cas dans des situations précises. Donc, le livre de Daniel Pink, notamment, que moi j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle « La vérité sur ce qui nous motive », nous explique qu'on est mu par 3 types de motivation. La motivation étant, on l'a dit, le carburant de l'action, ça veut dire que c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en route. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se met en route? Premièrement, une motivation de type biologique. J'ai besoin de… Attendez, je vais passer là-dessus. J'ai besoin de boire. Je vais traverser des lacs, enfin, pas des lacs et des rivières, sinon j'ai bu, mais je vais traverser le désert, mais tant que je n'ai pas bu, je ne lâche pas, en fait, sinon je meurs. Donc là, j'en suis très, très conscient. J'ai besoin de manger et j'ai besoin de me reproduire. Souvenez-vous, quand vous avez été amoureux, vous avez été capable de traverser la France en une soirée pour aller retrouver votre bien-aimé. Donc, quand on est amoureux, on ne compte pas, on y va. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la motivation biologique parce que normalement, pour l'entrepreneur, même si on peut avoir une crainte de manquer, ce n'est pas ça qui va nous intéresser au quotidien dans notre motivation. Deuxième type de motivation, c'est la motivation dite extrinsèque, c'est-à-dire qui nous vient de l'extérieur. Il ne faut pas la négliger du tout. Mais en gros, pour faire simple, pour résumer, c'est le bâton et la carotte. Tu travailles bien, tu es récompensé. Je travaille mal, je suis puni. Bon, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas dans tous les cas et pourquoi ce n'est surtout pas la seule manière de s'intéresser à la motivation. Moi, en tant qu'entrepreneur, je me fixe des objectifs trimestriels, notamment, et quand j'atteins mes objectifs, je me fais un petit cadeau. Mais ce n'est pas ça qui fait que je me bouge, ce n'est pas ça qui fait que je me suis mis en route. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier le gâteau. Donc, la motivation extrinsèque, ça va être, dans un nombre de cas croissant, une cerise que vous allez poser sur un gâteau. Et trop souvent, on a oublié le gâteau. C'est-à-dire que c'est une motivation qui est efficace dans certaines conditions. Elle est efficace pour des tâches qui sont et pénibles et répétitives. Je travaille à l'usine parce que j'ai juste besoin d'un salaire. Bon, ok, j'y vais parce que j'ai un salaire. Si je n'ai pas de salaire, j'arrête d'y aller et je n'y vais pas pour le plaisir. On ne va pas se mentir. J'y vais pas pour les raisons qu'on va voir après. Donc, c'est une réalité et ça existe. Et ça, il ne faut pas le dénigrer. Par contre, c'est inefficace pour des tâches qui demandent de la créativité et de la réflexion. Et ces tâches-là, dans le milieu du travail, elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Et quand on est entrepreneur, on travaille souvent dans son entreprise, mais on devrait aussi travailler sur son entreprise. Et au moment où on travaille sur son entreprise, on n'est pas en train de faire du pénible et répétitif. Ça, je le fais quand je fais ma saisie, si j'ai personne pour le faire, ma saisie comptable. Je le fais quand je fais le travail de manutention, parce qu'à un moment, il faut le faire et que voilà, ce n'est pas passionnant, mais il faut le faire. Mais le reste du temps, et ce qui fait ma valeur d'entrepreneur, c'est des tâches qui sont ni pénibles ni répétitives. C'est des tâches qui demandent de l'intelligence, de la réflexion, de la prise de recul, de la créativité. Et ce type de motivation, bâton-carotte, n'est pas efficace sur ces tâches-là ou dans ces conditions-là. C'est même pire que ça. C'est que non seulement ce n'est pas efficace, mais c'est carrément destructeur de motivation. Quelqu'un qui donne son sang, je reprendrai cet exemple-là plus tard, ça a été démontré. Si vous lui dites, avant qu'il aille donner son sang, écoute, si tu vas donner ton sang, je te donne 50 €. Ben, 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, il n'y va plus. C'est-à-dire que non, attends, stop, j'y vais pas pour ça. C'est-à-dire que vous êtes en train d'utiliser des codes qui ne sont pas ceux que vous devriez utiliser dans ce milieu-là. Le parallèle, c'est si ma belle-mère me fait un gâteau, une forêt noire, parce que j'adore ça, c'est mon anniversaire, je ne vais pas lui proposer de la payer à la fin. Là, c'est un code qui est professionnel, que j'applique dans un milieu social, ça ne marche pas, ça ne se mélange pas, en fait. Là, c'est pareil. Il y a ce type de motivation bâton-carotte, pour faire simple, ne marche pas partout, et si vous l'utilisez au mauvais moment pour vous ou pour vos équipes, c'est catastrophique. Et c'est quand même ce qu'on vit dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que même si ça fait 50 ans qu'on connaît les leviers de motivation intrinsèques, eh ben, on ne s'en sert pas. Donc, celui qui s'en sert, il est beaucoup plus performant. Et ce n'est pas un hasard si tous les sportifs de haut niveau, si tous ceux qui réussissent, travaillent et connaissent ça. Et peut-être pour ça que c'est eux qui sont à haut niveau. Bon, entre autres. Donc, le troisième type de motivation, on a vu la motivation biologique, boire, manger, se reproduire, extrinsèque, bâton-carotte, et puis celle qui nous intéresse le plus et sur laquelle on va zoomer aujourd'hui, c'est la motivation intrinsèque. C'est ce qui va résonner en moi. Ah oui, mais si ça résonne en moi, ça veut dire que ce n'est pas facile d'aller chercher ça, de l'évaluer, de le dimensionner, de le mesurer pour pouvoir éventuellement suivre du progrès.
eh ben, détrompez-vous, c'est beaucoup plus facile que ce que vous croyez. On va considérer, donc là, ça c'est moi ce que j'ai vu en formation avec la préparation mentale, donc il y a quelques années maintenant, appliquée régulièrement depuis, c'est qu'on va considérer que votre motivation intrinsèque, c'est une mayonnaise, c'est une recette. Et dans cette recette, il y a évidemment plusieurs ingrédients. Pour que la recette soit équilibrée, c'est fin, ça joue à pas grand-chose, mais il faut qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients qui soient tous présents et en proportion adaptée. Si j'ai 2 fois plus d'huile dans ma mayonnaise, c'est pas grave, mais il va falloir mettre 2 fois plus d'œufs et 2 fois plus de moutarde aussi. Donc, il faut que la proportion soit respectée. Donc, on va commencer par s'interroger sur la nature de ces ingrédients, et puis ensuite, on va essayer de voir comment on fait pour les dimensionner. Et vous allez voir que c'est évident, en fait. Ce que je vous dis là, moi, je l'utilise entre autres pour aller sonder des équipes professionnelles. Je n'utilise pas que ça, mais j'utilise ça pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, pour comprendre la vraie raison du départ des équipes. Il y a ce qu'ils vous disent, et puis il y a ce qui se passe vraiment dans leur tête, dont ils ne sont même pas forcément conscients. Donc, avec ce que je vous montre là, je vais chercher ça. Avec ce que je vous montre là, je rebooste la motivation des dirigeants très rapidement. Enfin, je leur donne les moyens de le faire. Bon. Allez, je recentre. Donc, 6 plus 1 ingrédient. Alors, là, avec le chat, ça ne va pas être facile d'interagir. Si vous avez déjà des propositions à faire, vous pouvez les faire. Je vois que vous êtes quelques participants. Je vous laisse peut-être quelques instants. Déjà, moi, pour voir que vous ne vous êtes pas endormi, que je ne vous ai pas, je vous ai pas saoulé, mais pour me donner des propositions, en fait, d'ingrédients de la motivation intrinsèque. En un mot, qu'est-ce qui fait dans mes expériences passées, professionnelles, personnelles, associatives, loisirs, qu'à un moment donné, j'avais faim, quoi. J'étais motivé. Qu'est-ce qui a nourri cette motivation pour vous? Je vous invite à mettre ça dans le chat, dans les questions-réponses. De toute façon, je m'arrête, hein, je ne reprends pas. Moi, j'ai besoin d'être nourri aussi, hein, donc j'ai besoin que vous me mettiez voilà, le plaisir, top. Et on va en revenir, mais oui, effectivement, quand je prends du plaisir, je suis plus motivé que quand j'en prends pas. Tout à fait, bas 2023. Quoi d'autre? Et vous allez voir que c'est des réponses très simples, hein. Le sens, ok, on va en reparler. C'est un peu particulier le sens. Mais effectivement, c'est important. Et on entend beaucoup en ce moment des gens qui partent parce qu'il manque de sens. Alors, il y a deux approches, hein. Mon activité manque de sens, je pars, pourquoi pas. Deuxième activité, je suis un entrepreneur, je crée du sens dans mon activité. Moi, je pense que quand on est entrepreneur, c'est plutôt cette approche-là qu'on devrait privilégier. Les relations, oui, on va aller un petit peu plus loin, mais effectivement, on va dire l'interaction avec les autres, c'est quelque chose qui est très important, hein. On est des animaux sociaux. Sans les autres, quand on est rejeté du clan, historiquement, on est mort, hein. Donc, effectivement, on est très, très dépendant des relations qu'on a avec les autres. Elles ont des impacts forts sur nous. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Voilà, respect de ses valeurs. Oui, mais là, c'est déjà un peu élaboré. Moi, je vais être basique, encore plus simple que ça. Mais tu as raison, Sophie, ou vous avez raison, Sophie. Si je suis dans une situation de conflit de valeurs, cherchez pas à le résoudre, hein. C'est mort, il faut partir. C'est le conflit qu'on ne peut pas résoudre. S'il y a vraiment des valeurs opposées qui s'affrontent entre vous et puis les gens avec lesquels vous travaillez, ça ne marchera pas. Ce n'est pas que ça va vous démotiver, c'est que vous n'allez jamais vous comprendre et ça va vous agacer. Besoin de réalisation, oui, alors c'est d'avoir du concret, ça va peut-être être lié au sens, on va parler du sens, parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai un travail théorique et je ne vois pas ce que je produis. Moi je me souviens, quand j'ai commencé mon parcours professionnel, j'ai demandé à mon patron, mais qu'est-ce que je produis? Je travaille, donc travailler c'est produire. Je suis fils d'agriculteur, donc un agriculteur il produit du blé, je vois ce que c'est, mais moi je produis quoi? Et en fait, j'ai besoin de répondre à cette question-là pour avoir du sens et comprendre que je me réalisais en fait. Et c'est là aussi la démarche de l'entrepreneur, d'être capable de s'interroger et pas simplement dire ça ne me plaît pas, je m'en vais. Non, ça ne me plaît pas, qu'est-ce qui me manque? Parce que quand même, il y a un projet à côté qui est important pour moi. Bon. Allez, je déroule. En tout cas, merci pour vos réponses. Alors, vous allez voir, premier ingrédient de la motivation, c'est le sentiment de. Et c'est là la subtilité. C'est toujours le sentiment de. Et donc, est-ce que j'ai le sentiment d'être autonome dans mon travail? Si je me sens autonome, eh ben, je suis plus motivé que si je me sens pieds et poings liés. Ce n'est pas le niveau d'autonomie qui compte, c'est la manière dont je le perçois.
Il y a des gens qui vont avoir une grande autonomie et qui vont être perdus dans cette trop grande autonomie. Comme une piscine qui serait trop grande pour eux parce que j'ai peur de nager et les bords sont trop loin et je panique et je coule. Trop d'autonomie tue l'autonomie. À l'inverse, il y a des gens qui vont être enfermés dans le petit bassin, ils ont besoin de place. Ils ne se sentent pas autonomes. Donc, la question, ce n'est pas la taille du bassin, c'est la taille du bassin qui me correspond à moi, en fait. Donc, mon sentiment d'autonomie, il ne se discute pas. Je sens que je suis autonome, oui, non, plus ou moins. Et il y a différentes manières, il y a différents champs pour déployer l'autonomie. C'est-à-dire que si je ne me sens pas autonome, ou si un membre de mon équipe ne se sent pas autonome, je peux entamer une discussion avec lui. OK, on peut être autonome sur, j'en ai listé 4, mais il y en aurait d'autres, sur le qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le choix de mes missions? En tant qu'entrepreneur, normalement, j'ai clairement le choix de mes missions. J'ai des contraintes, comme tout le monde, mais j'ai une liberté en face. La liberté de l'entrepreneur, c'est celle de pouvoir choisir ses contraintes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais ça veut dire qu'il les a choisies et donc il les assume mieux. Et par définition, l'entrepreneur, il est autonome sur le qu'est-ce que je fais. Ne l'oubliez pas, parce que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes entrepreneur. Deuxièmement, je peux être autonome sur avec qui je travaille. Moi, par exemple, j'ai du plaisir à travailler avec Laurent. C'est un choix, ce n'est pas une obligation. C'est parce que j'aime passer du temps avec lui, ça m'inspire, ça me nourrit, on passe du temps ensemble, c'est agréable. Mais je choisis les gens avec qui je le fais. Donc, je me sens autonome, en tout cas sur ce levier-là. Je peux me sentir autonome sur les modalités, comment je le fais. Vous avez une équipe avec vous, vous êtes le chef. Et comme disait Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. Donc, vous donnez la direction. Le dirigeant, il dirige. La direction, c'est là-bas. Par contre, vous pouvez laisser à vos équipes la possibilité de s'exprimer sur les modalités. Et les gars, on va là-bas. Par contre, dites-moi quelle est selon vous la meilleure manière pour y aller. C'est moi qui vais décider à la fin, mais je voudrais vous entendre. Là, à ce moment-là, on va nourrir le sentiment d'autonomie de mon interlocuteur. Et moi, en me posant la question, je vais dire, mais est-ce que je suis autonome sur les modalités? Ah non, il faut que je fasse comme ça. Mais attends, tu as peut-être d'autres manières de faire. Et puis, je peux être aussi autonome sur le rythme. Écoute, il y a cette tâche à faire, tu vas la faire comme ça. Il faut que ce soit fini avant telle date, mais par contre, tu t'organises comme tu veux avant. Tu as de la liberté, tu as une certaine autonomie. Voilà certaines contraintes, mais sur ce domaine-là, tu as de l'autonomie. En tant que prof de judo, par exemple, je suis attentif à donner des consignes qui laissent de l'autonomie à mes élèves. Je leur dis, vous allez faire 15 répétitions de tel mouvement, mais vous allez vous concentrer à votre guise, soit sur le travail de bras, soit sur le travail de hanche, soit sur la position du pied, ou alors vous faites un mouvement de ce type de famille technique. Mais ça peut être un mouvement, ça peut être Ippon Seoinage, ça peut être Morote Seoinage, vous faites ce que vous voulez, mais dans un contexte que moi je définis, parce que je dirige, et que c'est mon rôle, et que c'est ce qu'on attend de moi. Mais malgré tout, je ne contrains pas tout. Et donc, j'essaye de me dire, voilà, comment je fais pour nourrir leur sentiment d'autonomie. Deuxièmement, alors je ne regarde pas les questions, donc s'il y en a, et n'hésitez pas à les poser, vraiment, Laurent pourra m'interrompre. Deuxièmement, vous l'avez évoqué, le sentiment de plaisir. On va passer des heures là-dessus. C'est évident que quand on prend du plaisir à faire quelque chose, on est plus motivé que quand on ne le fait pas, évidemment. L'exemple que j'aime prendre, c'est l'adolescent qui joue à Fortnite toute la journée. Pourquoi il passe son temps là-dessus? Quelque part, il est motivé à le faire. Et pourquoi? Il est autonome. Dans le jeu, il choisit le personnage qu'il veut, les armes qu'il veut, je ne sais pas. Voilà. Bon, ok, il va où il veut, c'est une carte ouverte. Bon, il y a des règles, mais au sein de ces règles-là, il a une certaine autonomie. Ensuite, il prend du plaisir à jouer. Bon. Troisième ingrédient, il a le sentiment de maîtriser ce qu'il fait. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir l'impression d'être mauvais dans ce qu'on fait. Alors, on peut accepter ça, on peut le tolérer un certain temps, mais ce n'est pas durable. C'est-à-dire que je ne peux pas, je ne connais personne qui soit bien quand il est mauvais, ça n'existe pas. Et personne n'a envie d'être mauvais. Moi, je pense que les gens font toujours du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais dans les moyens qu'ils ont, il y a leur capacité à travailler, leur résilience, leur résistance, tout ce qu'ils sont en fait. Il n'y a pas que du bon, mais c'est avec tout ça qu'ils composent. Et avec ce qu'ils ont, ils essaient de faire au mieux. Mais le sentiment de maîtrise, si je ne donne pas à mes équipes, ou si moi, je ne me prends pas un temps pour m'interroger sur qu'est-ce que je maîtrise, à un moment, je vais faire descendre la proportion de cet ingrédient dans ma motivation et donc ça va s'écrouler. C'est très important d'avoir le sentiment qu'on maîtrise au moins certains sujets. Je ne maîtrise pas tout, ok, mais là où j'en suis, je maîtrise ça, ça, ça et ça. Si je refais l'exemple du sport, voilà, oui, ok, tu as perdu tel combat, tel match, c'est pas grave. C'est embêtant, mais c'est fait, on ne va pas revenir dessus. Par contre, tu as bien maîtrisé, je sais pas, ton service, tu as maîtrisé ton revers et tu as raté ton coup droit. Bon, bah ok, on va améliorer le coup droit, mais ça et ça et ça, c'est maîtrisé.
on passe à la suite. Si à l'inverse, je lui dis, t'es nul, t'as tout raté, t'as perdu ton match, on sent tout de suite que ça ne va pas avoir le même impact sur la personne qui est en face. Au travail, c'est exactement la même chose. Si vous dites ça, c'est nul, vous allez le perdre. Si vous dites non, je ne suis pas content de ce que tu as fait, par contre, il faut reconnaître que ça et ça, tu le maîtrises bien, donc continue, ça passe mieux. Quatrième ingrédient, c'est le sentiment de progrès. Et oui, parce que parfois, on sent qu'on maîtrise, mais on ne voit plus comment on va progresser. Et la motivation, elle retombe. Et je sens que je suis bien, je sens que je n'ai pas fini de progresser, mais je ne sais pas comment faire. Et je n'ai plus de perspective. Et je ne vois pas comment cette entreprise, par exemple, va me donner une possibilité d'évolution. Je ne vois pas comment elle va continuer à me faire progresser. Je ne vois pas comment je vais continuer à progresser dans mon travail. Si je n'ai plus de sentiment de progrès, ma motivation s'effondre. Et ce n'est pas parce que j'ai un sentiment de maîtrise que j'ai forcément un sentiment de progrès, et réciproquement. Donc, je disais tout à l'heure que je peux tolérer temporairement un sentiment de maîtrise un peu plus faible, mais parce que je sais que je suis en phase de progression. Donc, j'accepte de ne pas être encore champion du monde parce que je sais que je suis en train de travailler pour y aller. J'accepte de ne pas avoir tous les clients que je veux parce que je sais que je suis en train de mettre en place des actions de croissance qui vont m'amener des clients et que je suis en train de comprendre des choses et que même si je ne maîtrise pas tout ce que Laurent me présente, je le comprends, je progresse et ça me booste en fait. Et demain, je serai capable de faire ce que lui fait. Et ça, c'est motivant. C'est inspirant parce qu'on est dans le progrès, dans le mouvement. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des êtres statiques. On n'embarque pas les gens en étant passifs. On embarque les gens quand on est dans le mouvement, dans l'exemple, dans la dynamique. On ne demande pas si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. On demande si on veut le remplir ou si on veut le vider. Donc, s'il n'y a pas de progrès, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est mort, il ne se passe rien. Tout est arrêté. Donc, le progrès, c'est aussi l'idée de mouvement. On peut aller plus loin, c'est-à-dire que si vous êtes capable de partager une vision de progrès à vos équipes, à votre banquier, à votre associé, vous allez le motiver parce que vous nourrissez sa capacité à imaginer une progression. C'est tout simple, vous le ressentez, vous l'avez vécu, là je vais vite, on n'a pas d'interaction directe, mais interrogez-vous dans votre milieu quotidien, quand est-ce que vous avez vécu ça et vous allez vous rendre compte que vous l'avez vécu plein de fois. Regardez comment fonctionnent vos enfants. Et oui, c'est super, tu y arrives, bravo. Un gamin qui apprend à faire du vélo, on ne va pas lui dire oh, c'est nul, tu as les roulettes. On va dire oui, tu y es presque, tu y es presque, tu y es presque. Il sent qu'il progresse, ça le motive, il y retourne. C'est simple, c'est très simple. Allez, ensuite, cinquième ingrédient de la motivation, c'est l'ingrédient d'appartenance. Alors, vous parliez tout à l'heure de relations, on va le retrouver là, notamment. Je l'évoquais très rapidement, on ne va pas faire une thèse sur le sujet, mais nous sommes des animaux qui vivons en clan. Parce que seul, on n'a pas de poils, on n'a pas de muscles, on n'a pas de griffes, on n'a pas de... On est mort, en fait. La seule force de l'homo sapiens, c'est le collectif. Il en reste encore quelque chose aujourd'hui quand même. Et donc, si je résume les deux grandes peurs de l'homme, on entend ça souvent, c'est la peur de mourir et la peur de ne pas être aimé. L'appartenance, ça résonne directement avec la peur de ne pas être aimé. Donc, c'est très, très, très puissant. Et ce n'est pas par hasard si dans un club sportif ou de loisirs, on se crée des t-shirts communs, on a, je sais pas, une gourde avec les mêmes noms, on a un nom et on se relie derrière une image ou derrière une identité de groupe parce qu'on a besoin de ça. Alors évidemment, on va choisir son groupe. Il y a des groupes avec lesquels on se sent bien, on a des valeurs communes. Il y a des groupes dans lesquels on ne se sent pas bien. Mais si vous ne vous sentez pas appartenir au groupe, si vous avez le sentiment ou si vous donnez le sentiment aux gens qui bossent avec vous qu'ils ne sont qu'un numéro et que leur individualité ne compte pas, vous n'allez pas les garder, en fait. Déjà qu'on est dans une période où les gens ont tendance à partir facilement, ce que je vous donne là, c'est les ingrédients qui font qu'ils vont rester, parce qu'ils seront bien ici, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils se sentent appartenir à un groupe. Alors, j'aime pas tellement utiliser le terme de famille quand on parle de monde professionnel. Chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais on n'appartient pas à une famille, mais par contre, on appartient à un groupe qui est soudé, qui s'entraide, dans lequel chacun a un rôle. On est une équipe, on n'est pas un groupe, en fait. Un groupe, différence entre une équipe et un groupe, c'est des gens qui sont réunis en même temps au même endroit. C'est vous et moi, quand on est réunis à l'arrêt de bus et qu'on attend le bus en même temps. Une équipe, c'est des gens qui ont un but commun et qui se sont répartis les rôles en fonction de leurs atouts, de ce qu'ils aiment et de leurs compétences. Et donc, il y a un projet qui crée l'appartenance, qui crée le groupe. Donc, s'il n'y a pas de projet, on en reparlera un tout petit peu après, s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de mouvement,
il n'y a pas de sentiment de progrès, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il n'y a pas de motivation. Donc, si en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas pris le temps de poser ma vision. Et l'approche croissance pour tous est un excellent moyen pour se poser ces questions-là, en fait. Si je n'ai pas pris le temps de faire ça, et surtout si je ne suis pas capable de les partager à ceux qui sont autour de moi, mes équipes, ma femme pour la rassurer, ou mon mari si je suis entrepreneuse, mon banquier pour le convaincre, mais si je ne peux pas partager ça, c'est mort, je ne pourrais rien faire. Je peux être le meilleur du monde techniquement, si je ne sais pas faire ça, je ne m'en sortirai pas. En tout cas, c'est ce que je constate, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est ma lecture. Mais bon. Dernier sentiment, le 6e sur 6, c'est le sentiment d'engagement. Alors, celui-ci, il est un peu vicieux parce que le sentiment d'engagement nourrit la motivation, mais la motivation nourrit le sentiment d'engagement. Donc, l'engagement, j'ai envie de dire, c'est est-ce que j'ai faim? Quelqu'un qui est engagé, il ne compte pas ses heures, il ne va pas passer le temps, voilà. Il est à fond dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui est désengagé, alors je ne suis pas très à l'aise en anglais, mais comment ils appellent ça, le silence quitting? Les gens qui font, disent, bah là, je suis payé pour, je sais pas, 2000 euros par mois, je n'en ferai pas plus que pour 2000. C'est des gens qui sont désengagés. Alors, on lit, on entend en ce moment, c'est à la mode, il faut travailler sur l'engagement. Non, il faut travailler sur la motivation. L'engagement est un des ingrédients de la motivation. Si je ne peux pas redynamiser l'engagement si je ne remotive pas mes troupes. Et je ne peux pas les motiver si je n'interroge pas l'engagement. Donc, comment je donne la possibilité à mes équipes de s'engager à la juste mesure? Pas trop, plan de charge démesuré, ils vont péter les plombs, mais suffisamment pour se sentir utile quand même. Donc, l'engagement, effectivement, c'est comment je suis vraiment engagé. Est-ce que je fais ça à la légère ou est-ce que je suis focus sur ce que je fais et je suis vraiment dedans, quoi. C'est ça le sentiment d'engagement. Donc, pour résumer, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. J'accélère un peu pour qu'on ait un petit temps de questions à la fin, mais on a vu pour l'instant, en résumé, que la motivation intrinsèque, qui est importante pour les tâches de réflexion, de créativité, s'appuie notamment sur le sentiment d'autonomie, le sentiment de plaisir, le sentiment de maîtrise, le sentiment de progrès. Alors moi, je les mets par paire, hein. Je mets autonomie, plaisir, maîtrise, progrès, et puis appartenance, engagement. OK. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il en manquait un. À votre avis, alors je peux vous le faire comme ça, on va gagner un petit peu de temps pour essayer de respecter le timing. Il a été cité tout à l'heure, celui qui manque. L'exemple que je prends, je reprends cet exemple des gens qui donnent leur sang. Quelqu'un qui va donner son sang est motivé à le faire parce qu'il n'a pas d'obligation, il n'a pas un bâton ou une carotte pour le faire. Et on a vu tout à l'heure que quand on lui promet une récompense, il arrête de donner son sang, dans l'immense majorité des cas, parce qu'on n'utilise pas le bon code de langage. Est-ce qu'il le fait parce qu'il se sent autonome? Bah déjà, on n'est pas autonome, c'est quelqu'un qui nous plante une aiguille dans le bras, on subit, on ne peut pas faire grand-chose, hein. On part quand quelqu'un a décidé de nous l'enlever. Bon. Donc, on n'est pas autonome quand on donne son sang. Est-ce qu'on prend du plaisir? Franchement, se faire planter des aiguilles dans les bras, voir le sang couler, pas forcément une source de plaisir, hein. Peut-être pour certains, mais pour la majorité, non. Est-ce qu'on maîtrise? On ne maîtrise rien du tout, hein. Voilà, on est complètement à suivre et à faire confiance au médecin. Est-ce qu'on progresse? À part voir la bouteille de sang qui se remplit, il n'y a pas de sentiment de progression. Est-ce que j'ai le sentiment d'appartenir à la grande communauté des donneurs de sang? Peut-être. J'y crois modérément. Je ne pense pas que ce soit ça qui me mette en route. Est-ce que je me sens engagé? Alors, quelque part, oui, puisque c'est une action volontaire, mais il manque quand même au moins 5 ingrédients. Donc, il y a autre chose. Les gens qui donnent leur sang, ils ne le font pas pour ça. Et pourtant, ils y vont. Et ils n'y vont pas pour des raisons biologiques ou des raisons extérieures. Ils y vont tout simplement parce que pour eux, ça a du sens. Et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure dans le chat. Je donne mon sang, je sauve des vies, ça a du sens pour moi. En fait, je sens que c'est utile. Grâce à ça, j'existe. Grâce à ça, je donne un sens à mon existence. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'entrepreneur a pour moi cette caractéristique d'être capable de s'interroger, de faire évoluer son environnement pour donner du sens à ce qu'il fait, pour mettre en cohérence qui il est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il veut aller, et de mettre en résonance ces différents domaines de vie. C'est important pour moi d'avoir du temps avec mes enfants en ce moment. OK, je vais prioriser ça, et bien sûr, j'aurai un peu moins de résultats sur l'entreprise, parce que ça a du sens pour moi. À l'inverse, les enfants sont grands, j'ai un projet, puis j'ai envie d'y aller. OK, je me mets à fond sur l'entreprise, parce que ça a du sens pour moi, parce que je suis convaincu que je vais changer le monde. Quelle que soit la lecture que vous avez, et vous le savez, si mon projet n'a pas de sens, il n'y aura pas de motivation. Et vous pouvez essayer de bousculer, de stimuler
tous les autres ingrédients, ça marche, ça ne suffira pas. C'est un système, tout est lié, en fait. Et il faut tous les ingrédients. Donc voilà, le sens, je me répète. Donc logiquement maintenant, vous devriez avoir compris par vous-même pourquoi est-ce que l'argent, le salaire, n'est pas synonyme de motivation. Alors, je dis ça de manière un peu provocante. Bien sûr que le manque d'argent est démotivant. Mais ce n'est pas le manque d'argent qui est démotivant. C'est le manque de reconnaissance qu'il fait figurer. Et ce manque de reconnaissance, il résonne notamment avec le sentiment d'appartenance, entre autres. Okay, je ne me sens pas reconnu, donc je n'appartiens pas au groupe. En fait, si vous ne me reconnaissez pas, c'est que vous ne voulez pas de moi. Ben, vous ne me payez pas. Donc, le manque d'argent peut impacter ça. Donc, évidemment que ça compte. Mais avec des salaires attractifs, vous attirez des mercenaires et vous ne les gardez pas. En fait, j'ai travaillé avec des chercheurs. L'appât du gain ne représentera jamais la motivation principale d'un chercheur. Je travaille avec des chercheurs, ils travaillent dans des conditions épouvantables, mais ils sont autonomes sur leurs travaux de recherche. Ils choisissent leurs travaux, ils choisissent leurs équipes. Ils aiment faire ce qu'ils font. Ils sont, malgré les conditions, ils progressent, ils maîtrisent, et en plus, ils progressent. Ils appartiennent à la communauté du chercheur. Ils ont des colloques, ils se retrouvent entre eux régulièrement, etc. Et puis, ils sont engagés dans ce qu'ils font. Ils travaillent jusqu'à pas d'heure. Ils viennent le dimanche pour faire les manips, etc. Ils ne se posent pas la question. Et surtout, ils savent que ce qu'ils font, c'est utile ou que ça pourra l'être un jour, en fait. Donc, avec l'argent, on attire des gens, mais on attire des mercenaires. L'argent, c'est le moyen le plus cher de garder ses équipes. Et en plus, ça ne marche pas. Donc, on pourra en débattre, mais c'est important, mais c'est un miroir aux alouettes. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui fait que les gens sont bien et restent. Maintenant, c'est un paramètre à prendre en compte, évidemment. OK. Comment je fais maintenant concrètement pour mesurer la motivation? J'ai compris qu'il y avait des ingrédients, et moi, je veux savoir s'il y a trop de sel, trop de poivre, trop d'œufs ou pas assez d'huile dans la mayonnaise. Eh bien, c'est très facile. Ce qui pourrait sembler compliqué, c'est qu'on ne parle pas de données mesurables concrètes. Et pourtant, on va les mesurer. On va les mesurer en interrogeant tout simplement soit ou l'autre sur de 0 à 10, je me sens autonome à combien? Juste cette question-là. C'est-à-dire que j'ai un document qu'on pourra vous faire passer si vous voulez avec Laurent, que j'ai préparé, donc qui reprend les 6 ingrédients et qui dit, ben voilà, par exemple, sur le sentiment d'autonomie, je m'auto-évalue ou j'évalue quelqu'un. Hein, je peux très bien m'en servir pour les entretiens professionnels. C'est très puissant, très simple, très efficace. Dans des petites structures, vous ne savez pas comment conduire vos entretiens annuels, ça vous prend la tête. Ben, prenez cette trame-là, ça marche très bien. C'est un bon sujet à la discussion. Est-ce que je me sens autonome? Allez, 8, est-ce que je prends du plaisir? 7, est-ce que j'ai un sentiment de maîtrise? 9, etc. Je liste les 6. Et puis, je me rends compte que sur, par exemple, le sentiment de progrès, hein, il est à l'image, eh bien, ma note est basse. Je suis à 2. C'est la note la plus basse de tout. Ok, bah, je vais commencer par ça. Ça manque de sel, je vais remettre du sel. Ça manque de sentiment de progrès, il faut que je nourrisse mon sentiment de progrès. Le mien ou celui de mon interlocuteur. Donc la question qui suit, c'est OK, maintenant je fais comment pour nourrir ce sentiment de progrès? Eh bien, je vais porter devant mes yeux les évolutions que j'ai faites. Moi, j'ai eu un jour un élève de judo qui me dit ouais, je n'ai pas le sentiment de progresser quand je lui pose la question. Parce que seul, il ne se pose pas cette question-là. Mais il me dit non, je n'ai pas l'impression de progresser. Je dis mais t'es taré, t'es celui que je connais qui progresse le plus. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce qui compte, ce n'est pas ma lecture de la situation. Ce qui compte, c'est la sienne, c'est son ressenti à lui. Je dois juste entendre que lui, il ne se sent pas progresser. Comme je suis son entraîneur, moi, au quotidien, à l'entraînement, je dis, regarde, allez, je te mets au défi de faire ça. Hey, tu as réussi, tu as vu, hier, tu ne savais pas le faire, aujourd'hui, tu as réussi. Et je vais l'alimenter régulièrement pour lui faire prendre conscience qu'il progresse. Il peut très bien progresser sans en être conscient. Et donc, ce n'est pas motivant. Il peut très bien progresser très peu, mais pour lui, c'est énorme. Donc, la question, c'est comment je vais faire pour nourrir ce sentiment de progrès. Et je ne suis pas obligé d'y répondre tout seul. Si je suis en train de discuter avec mon interlocuteur, un membre de mon équipe, ben, je vais lui demander qu'est-ce qui pourrait te donner le sentiment de progresser? Qu'est-ce qu'il faudrait? Vers où on va? Comment on avance? Et en fait, lui, comme il ne s'est pas posé cette question-là, il n'a pas la réponse. Mais si lui, vous lui posez, il va se mettre en route. Et déjà là, il est en train de progresser. Et il est possible qu'il vous propose des choses. Et là, vous allez avoir des actions très concrètes que vous allez pouvoir mettre en œuvre à travers un plan de progrès. Voilà. Par exemple, je n'ai pas le sentiment de maîtriser beaucoup. Bon, OK, dans un an, je voudrais maîtriser au top. OK, stop. Ça veut dire quoi, maîtriser au top? Concrètement, tu maîtrises quelles compétences? Quand? OK, lesquelles on acquiert en premier? Quelles compétences tu dois avoir validées à telle date? Et on construit un plan de progrès, comme on sait le faire, en fait, comme on le fait en développement économique. Mais on le fait sur quelque chose qui est un point de départ, qui est un sentiment de.
Et ce n'est pas parce que c'est un sentiment d'eux qu'il faut l'ignorer. C'est plus puissant que vous, en fait. Donc, on a notre côté rationnel, on peut travailler, on a notre côté émotionnel. On doit prendre en compte parce qu'il est puissant et qu'à la fin, quoi qu'il arrive, c'est lui qui gagne. Par contre, je peux le nourrir. Donc, si j'ai le sentiment de ne pas progresser, par exemple, OK, ben, je vais faire en sorte de créer des conditions qui me permettent de mesurer mes progrès. Par exemple, moi, je note régulièrement mes petites victoires du jour. Et puis, à la fin du trimestre, je regarde, je n'ai pas le moral, je dis, ah, ça ne marche pas comme je veux. Puis, ah bah si, j'ai quand même fait ça. Bah, j'ai réussi ça. Ah oui, si, en fait, j'ai quand même fait plein de trucs. Donc là, je vois quand même que j'avance. C'est une manière, pour moi qui suis solopreneur, de mesurer mes progrès. Hop. Donc, les étapes, pour que vous puissiez les reprendre, les noter ou faire une capture d'écran si vous voulez. Hop, voilà. C'est de dire, premièrement, sur les 6 ingrédients de la motivation, je les évalue de 0 à 10. Ensuite, je vais simplement identifier les notes les plus basses, donc les ingrédients manquants à ma recette. Et puis pour ces notes-là, je vais me poser 2 questions. Quand la note est basse, je vais me demander, OK, pourquoi je n'ai pas mis 0 ? Parce qu'à cette question-là, je vais trouver des éléments que j'appelle du déjà là. OK, ce n'est pas parfait, personne ne met jamais 0. On va mettre 1. OK, pourquoi tu n'as pas mis 0 ? Il y a quand même quelque chose, tu vois. Donc ce petit quelque chose, je peux peut-être le prendre, c'est déjà là, je peux peut-être le cultiver, le développer. Deuxième question, OK, concrètement, alors on est à 7, 7 c'est bien. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller à 10 ? La question, ce n'est pas pourquoi est-ce que tu n'as pas mis 10, c'est qu'est-ce qu'il faudrait concrètement, qu'est-ce qu'on amène pour aller chercher 10 ? C'est le même genre de question que et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez ? Oh la vache ! Pas toujours simple. Vous, entrepreneur, vous devez vous poser cette question-là. Et ce n'est pas simple. Et de la même manière, si je ne me sens pas, je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment d'appartenir à une communauté ou à une autre, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour que ça monte en fait. Donc, c'est pour ça que sur le point numéro 3, il y a 2 questions à se poser. C'est pourquoi je n'ai pas mis 0 et qu'est-ce qu'il faut pour aller à 10 ? Il faut vraiment les poser comme ça, ces questions-là. Ensuite, vous allez noter les réponses et lister les actions qui seraient théoriquement possibles et surtout identifier la première action de cette chaîne-là. Et vous allez vous focaliser sur celle-ci parce qu'un pas après l'autre. C'est important d'avoir une vision d'ensemble pour ne pas être perdu, pour avoir la notion de progrès. Mais pour ne pas se disperser, je prends la première, c'est celle qui va me permettre d'aller chercher la deuxième, etc. Et je les prends les unes après les autres. Et ça vous permet de vous bâtir un début de vision et de progression. C'est classique, encore une fois, je n'invente rien. Et donc, vous allez lister les tâches concrètes à mettre en œuvre pour réussir cette première action. Vous les planifiez, c'est-à-dire que je les mets dans mon agenda, je réserve du temps pour ça, sinon je ne le ferai jamais. Il faut que je fasse ça. Oui, ce n'est pas dans ton agenda, tu ne le feras jamais en fait. Ce n'est pas dans ton budget, ce n'est pas dans ton agenda, donc c'est un rêve. Ce n'est pas une réalité à venir, c'est un rêve. Donc, si c'est important, tu bloques du temps et tu le fais. Parce que c'est le travail qui fait avancer le projet, pas le temps. C'est le bloc de travail que j'ai réservé dans mon agenda. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous entraîner à ça. Vous allez voir, ça vient très, très vite, en fait. Là, j'ai balancé vite et fort, mais mon conseil, c'est commencer par le faire sur quelqu'un d'autre. Soit vous le faites à la main, soit vous imprimez la feuille et vous demandez à votre mari ou à votre femme de dire, tiens, pense à ton activité, je ne sais pas, associative. Pense à ton travail et je vais te faire un questionnaire. Vous allez voir que c'est très facile à faire. Ça va sortir. Et vous allez avoir une vraie relation, un vrai dialogue. Ça peut prendre 1 heure et demie, rien que ça. Et puis ensuite, faites-le pour vous. Mais pour vous approprier la démarche, je vous invite à le faire d'abord avec quelqu'un d'autre parce que c'est plus facile de poser la question que d'y répondre pour soi. Vous pouvez aussi demander de le faire pour quelqu'un qui vous le fera ensuite. Vous connaissez les questions, mais ce n'est pas grave. C'est utile quand même. Alors, on pourrait aller plus loin sur chacun de ces points-là, mais là, c'est une présentation. Et puis, mon travail à moi, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Pour ça nécessite une chaîne de compétences. Alors, il y a certaines compétences que je maîtrise, d'autres que je ne maîtrise pas. J'ai des partenaires comme Laurent, comme Eric, que vous avez entendu. Donc, pour ce qui est de mes compétences, il y a un certain nombre de maîtrises techniques et celle-ci est une brique parmi d'autres. Ça ne se résume pas à ça, mais c'est une astuce qui peut vous servir. C'est un outil dans votre boîte à outils. Voilà. Et c'est un outil, quand vous l'aurez brassé, manipulé 2-3 fois, vous saurez le faire. C'est logique. C'est naturel. Donc, ce que je vous propose, alors moi, je ne vais pas vous contrôler là-dessus, mais c'est pour que ce soit utile pour vous, c'est déjà peut-être de le faire dès maintenant, sur ces 6 ingrédients-là. Quels sont ceux qui sont les plus faibles ? Vous mettez vos notes, en fait, tout simplement, et vous identifiez l'action numéro 1 pour avancer. C'est ce qui va vous mettre en route concrètement. Ça va vous demander 2 minutes à faire, c'est rien du tout, mais au moins, ça va peut-être vous débloquer quelque chose. Et puis, alors évidemment,
La motivation, elle est sectorielle. Donc, quand vous faites ça, vous vous projetez pour le travail ou pour, je ne sais pas, l'activité associative ou pour le couple. Hein, ça marche aussi pour le couple. Qu'est-ce qui me motive dans mon couple, hein? Est-ce que je me sens autonome? Bah non, j'ai rien le droit de faire. Ah oui, bah, c'est un problème quand même. Je ne prends pas de plaisir. Ah bon, ok, pourquoi je ne prends pas de plaisir? D'où ça vient? Comment je fais pour en créer? Et après, on creuse. Voilà. Bon. Et puis, l'idée, oui, je voulais terminer avec ça. En gros, c'est de dire le test du vampire. Si vous côtoyez des gens et que vous ressortez de cet échange fatigué, rincé, vidé, c'est que vous êtes en présence d'un vampire. Fuyez-les. Voilà. Essayez de trouver des gens qui vous inspirent, qui vous nourrissent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous font avancer. Hein, ce n'est pas la technique de l'évaluation de sa motivation intrinsèque, mais c'est un repère, une question simple à se poser. Est-ce que lorsque je termine mes échanges avec telle personne, je me sens requinqué, revigoré ou fatigué? Fatigué, ok, je vais voir comment je fais pour me brancher sur quelqu'un d'autre qui me nourrit plutôt que quelqu'un qui me vampirise. Voilà, donc on a vu. Hop là, on a vu ça. Attendez, hop, il faut que je clique. Voilà. Donc on a vu des questions à se poser pour savoir si la motivation était un sujet pour vous. Alors, au niveau de l'entrepreneur, moi, j'alerte sur les risques de burn-out de l'entrepreneur ou de turnover des équipes, que des termes anglais. Ensuite, pourquoi s'intéresser à la motivation? J'ose espérer que vous êtes convaincus. Les 3 types de motivation et le fait qu'il ne faut pas appliquer n'importe quelle motivation dans n'importe quel domaine parce que c'est destructeur de motivation, c'est catastrophique et ça ne revient pas en arrière. Hein. Une fois, ça suffit, hein. On ne revient pas en arrière. C'est comme le coup de fusil, hein. Un seul, ça suffit. Je n'ai pas fait exprès, bah, oui, mais il est mort quand même. Hein. Bon. Ensuite, les 6 ingrédients de la motivation intrinsèque débouchent sur le fait que le salaire n'est pas suffisant pour motiver les gens. En fait, c'est ça le vrai terme. Je vais donner une méthode simple pour mesurer ou auto-évaluer votre motivation. Et donc, pour la booster, il suffit de se poser la question de comment j'apporte les ingrédients qui manquent. Voilà. On va passer là directement. Je vais arrêter mon propos là. On a encore plus beaucoup de temps, mais si vous avez des questions-réponses, c'est le moment, je suis à vous. Laurent, est-ce que je peux arrêter mon partage d'écran? Oui, bien sûr, ou tu peux le laisser, mais en tout cas, on va passer à la session des questions-réponses. Donc, il y a déjà quelques questions là, que j'ai à te poser. Et puis, surtout, n'hésitez pas à réagir rapidement là, dans les secondes ou les minutes qui suivent pour poser vos questions. Moi, une première question que j'avais à te poser, Andy, c'était par rapport aux 3 types de motivation. Tu n'as pas parlé du temps. Donc, quid du temps? Le manque de temps pour bien faire les choses, c'est quelque chose qui peut épuisé et qui peut démotiver. C'est un type de motivation ou c'est un sentiment? Alors, pour moi, c'est une contrainte. Je réfléchis, c'est une contrainte qu'il faut gérer, le temps. Le temps, il continue et nous, on n'est pas grand-chose dans un temps qui est, lui, infini. Donc, c'est une contrainte qu'il faut gérer. Je réfléchis, c'est une bonne question. À quel sentiment je l'accrocherai? Toi, je peux sentir que je suis débordé, donc je ne maîtrise pas. En fait, je suis débordé, tu vois. Je ne maîtrise plus rien. Et ça, c'est démotivant. Je prends plus de plaisir parce que j'ai le sentiment d'être débordé ou parce que je cours partout. Ou parce que j'arrive plus à avoir les idées claires. Et donc, ça n'a plus de sens pour moi. Tu vois, j'ai plus de vision, j'ai plus de sentiment je perds ma capacité à avoir un sentiment de progrès. Tu vois. Je le rattacherai un peu à ça. C'est une grille de lecture, ce que je vous ai proposé. Il ne faut pas s'enfermer dedans, mais c'est des points de repère qui fonctionnent bien, je trouve. Donc, je ne m'étais pas posé cette question-là, je la trouve pertinente. Oui. Voilà ma réponse. Et je pense que enfin, c'est lié aussi à la question suivante qui était sur le sentiment de reconnaissance. Alors, je dis le sentiment, mais c'est quelque chose d'important, la reconnaissance qui peut venir de la réussite financière et sociale liée à la réussite financière. En tout cas, le sentiment de reconnaissance est un élément de motivation ou pas Il va venir nourrir le sentiment d'appartenance. Donc, si tu veux, si on fait de la théorie, en fait, effectivement, le sentiment de reconnaissance va nourrir le sentiment d'appartenance. Si on ne D'accord. me reconnaît pas, c'est qu'on ne m'accepte pas. Et si on ne m'accepte pas, il y a mon homme de Cro-Magnon qui résonne, je vais être rejeté du clan et donc je vais mourir. Et donc, ça, c'est très dur. Et donc, quand j'interroge, moi, les équipes, j'utilise notamment ce questionnaire-là, mais je leur pose aussi des questions relatives à l'organisation. Et je leur demande si, selon eux, ils ont suffisamment de signes de reconnaissance de la part de la hiérarchie, de la part des collègues, de la part des clients. Voilà. Et donc, ça donne de l'information. Quand tout le monde te dit on n'a pas de reconnaissance de la part du dirigeant, si le dirigeant dit bah si, je leur en donne, ouais, peut-être, mais eux, ils ne la reçoivent pas en tout cas. En fait, eux, ils n'ont pas ce sentiment-là. Et c'est ça qui compte. Donc, il faut l'entendre. Ce n'est pas ni bien ni mal, c'est une information factuelle.
C'est un point de départ. Et donc, la reconnaissance, elle est importante. Il ne faut pas en mettre trop non plus parce que sinon, ça fait surjouer et c'est plus crédible. Mais moi, je trouve que quand on sait habilement, on va dire, adresser une critique et qu'on sait adresser un compliment, déjà, le compliment, il a plus de poids. Et si on fait juste une phrase, mais qu'il y a du monde autour, c'est décuplé. C'est vrai aussi pour la critique. C'est-à-dire qu'un compliment à quelqu'un, on est en réunion, et au fait, Laurent, je voulais te féliciter pour le travail que tu as fait, c'était vraiment top. C'est bon, c'est pas la peine d'en mettre plus, hein. Il y a 20 personnes qui ont entendu, c'est fois 20 pour Laurent. Tu vois. Donc, la reconnaissance, c'est très important, mais je la relie à la motivation par l'entrée sentiment d'appartenance. D'accord. Je manque de sentiment d'appartenance parce que je n'ai pas de reconnaissance, quoi. Oui, et tu parles d'appartenance et ça m'amène justement à la troisième question qui est, donc là tu parles de l'appartenance comme un ingrédient de la motivation. Et alors comment faire quand on est, quand on travaille seul, qu'on est solopreneur, c'est le sentiment d'appartenance à quoi finalement? À son entreprise, voilà, c'est quoi l'appartenance d'un Alors, indépendant, c'est personne physique seule? c'est une excellente question et c'est à chacun d'y répondre. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que moi, il y a des gens avec lesquels je prends du plaisir à travailler à travers un mastermind. Ça te parle, non? Tu connais? Je crois voir de qui tu parles. Des gens avec qui j'ai organisé un truc qui s'appelle Challenge Bis Performance il n'y a pas très longtemps. En fait, moi, je me suis posé cette question-là il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que travailler seul, parfois c'est usant quand même, c'est fatigant. Et que donc, je commence à me rapprocher de cabinets conseils parce que ça fait du bien d'avoir des gens qui ont une structure, qui ont une approche, qui ont une réflexion. Je me sens moins seul, tu vois. Ça peut être des indépendants avec lesquels, mais c'est dur de les trouver, les indépendants avec lesquels ça match, tu vois, avec lesquels on va bâtir quelque chose de concret. Ça peut être un réseau. Je peux être partie membre de, je ne sais pas, BNI, CJD, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression de faire partie de ce groupe-là. Ça peut être mon club associatif, tu vois, qui va me donner un sentiment d'appartenance. Bon, ça n'a rien à voir avec le travail, mais ça va nourrir ça quand même. Mais c'est une vraie question qu'il faut se poser et il faut que chacun trouve sa réponse. Alors, voilà, c'est des réponses de vieux sorciers, mais ce qui marche pour l'un, ça ne marchera pas pour l'autre, évidemment. Mais effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas des recettes miracles. Voilà, il faut chacun se poser les questions et y apporter les réponses les plus justes pour soi. Voilà, donc ça, c'était les trois questions, en tout cas, qui me venaient en tête spontanément suite à ce que tu nous as présenté, Andy. Je vais vérifier s'il y a des nouvelles questions dans la boîte à questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez, c'est le moment de les poser. On arrive là tout doucement à la fin de cette masterclass. Je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, je vérifie, je déroule jusqu'au bout. Non, je ne vois pas de nouvelles questions, Andy, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ici cette masterclass. Je te remercie, Andy, pour tout ton partage et de nous avoir finalement expliqué quels étaient les ressorts sous-jacents à la motivation en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que c'est un élément dont on parle finalement assez peu, je trouve, sur les blogs, les forums et sur toutes les thématiques consacrées à l'entrepreneur. Or, pourtant, pour tenir sur la durée en tant qu'entrepreneur, où on sait que voilà, il y a des hauts, il y a des bas, etc., le fait de pouvoir comprendre finalement ce qui nourrit sa motivation et de pouvoir en tenir compte, ça va permettre en fait d'être beaucoup moins instable ou de beaucoup moins tangué en fonction des vents et des marées que l'on peut rencontrer dans l'aventure entrepreneuriale. Puis parfois repositionner son projet pour lui redonner plus de sens dans un contexte qui a évolué et de dire en fait je suis plus épanoui maintenant parce que ça n'a plus de sens pour moi, je le repositionne parce que je suis acteur de ma vie en tant qu'entrepreneur. Oui, tout à fait. J'ai vraiment trouvé très puissant la grille d'évaluation que tu as partagée pour mesurer sa motivation. Finalement, c'est presque une checklist, une auto-évaluation qu'on devrait faire de façon régulière en tant qu'entrepreneur parce que ça permet d'identifier très tôt des sources de non-motivation et de pouvoir soit les corriger, soit de prendre des décisions voilà, qui sont justes par rapport à qui je suis aujourd'hui, qui n'est Et oui, peut-être pas la même personne que j'étais hier. Voilà. on le fait bien pour notre voiture à travers le contrôle technique ou autre, on ne le fait pas pour soi. C'est quand même dommage, on va passer plus de temps avec soi qu'avec sa voiture. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas et comment je fais les réglages. À un moment, quand on a des Ouais. solutions simples comme ça, il faut les utiliser. Ouais.
Tout à fait. Eh bien, en tout cas, Andy, je te remercie vraiment pour tout ton partage. Je remercie tous les participants d'avoir été présents. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, donc toujours à la même heure, 17 heures, où nous aurons une nouvelle masterclass qui sera consacrée cette fois-ci à la construction de marque. Comment construire sa marque d'entrepreneur ou sa marque produit, sa marque d'entreprise. Voilà, et rendre sa marque forte ou plus forte. Et on aura le plaisir donc d'accueillir Sabine Maruccio pour nous parler de cette thématique-là. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Au revoir et merci Andy.